Bonjour et bienvenue à l'émission Islam pour un nouveau volet de la série Les chemins de la réussite. Après Marseille et Lyon, nous voici dans les Hauts-de-France et plus précisément à Roubaix, qui nous accueille aujourd'hui dans son bel hôtel de ville. Je vous invite à me suivre dans la grande salle pour faire connaissance avec nos invités. Pour nous accompagner dans cette nouvelle étape des chemins de la réussite, nous sommes ce matin en compagnie de Julien Talpin, chargé de recherche au CNRS et à l'Université de Lille, co-directeur du GIS Démocratie et Participation. Bonjour à vous. Et Homero Marangiu Peria, docteur en sciences sociales, spécialiste de l'islam en France. Bonjour à vous également. Bonjour. Je crois, Homero Marangiu Peria, que vous êtes vous-même d'origine ch'ti, si on peut dire. Oui, je suis un produit du cru. Mon père était mineur, donc d'origine italienne. J'ai vécu jusqu'à récemment dans la banlieue valenciennoise. Et Julien Talpin, je crois que vous êtes roubaisien d'adoption. Effectivement, je me suis installé ici il y a près de 10 ans quand j'ai eu mon poste au CNRS et j'ai été conquis par l'accueil nordiste et roubaisien. C'est un accueil très chaleureux, je le confirme. Homero Marangiu Peria, est-ce que vous pourriez faire un petit rappel historique de la présence de la communauté musulmane dans le nord de la France, dans cette région? Pour faire très simple et court, il y a 3 grandes activités qui se sont développées dans la région au cours du XXe siècle. Il y a tout d'abord la métallurgie, le travail du fer. Il y a eu l'industrie textile et il y a eu la mine. Les immigrés ont été présents durant plus d'un siècle sur le territoire de la région. Ils étaient tout d'abord belges, ensuite ils étaient européens, et à partir des années 1960, on va voir arriver des migrants, alors que l'on qualifie de musulmans parce qu'ils viennent des pays du Maghreb. Ils viennent également de la vallée du fleuve Sénégal, donc principalement mauritaniens, maliens et sénégalais. Et ils vont s'installer dans les différents bassins miniers, industriels et textiles. C'est ce qui va donner un peu ce melting pot de population avec, il ne faut pas l'oublier, une machine intégratrice qui a fait son œuvre puisque nous sommes aujourd'hui à plusieurs générations d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants de migrants. Les migrants marocains vont plutôt être orientés dans le bassin minier et les migrants d'origine algérienne plutôt dans l'ancien bassin industriel et également textile, ce qui va donner, en l'occurrence pour la ville de Roubaix, où nous sommes aujourd'hui, une configuration assez particulière avec une prédominance de population algérienne. Oui, alors Julien Talpin, est-ce qu'on peut dire que cette sectorisation, justement, elle a évolué? Il y a, comme le disait Homero, une immigration plus récente issue d'Afrique subsaharienne. Et puis il y a surtout aujourd'hui des Français qui sont des Français à part entière et éventuellement de confession musulmane. Il y a à la fois des mariages mixtes, il y a également une mobilité sociale qui est relative. C'est-à-dire qu'elle a été importante dans les années 80, tout particulièrement pour la deuxième génération. Elle est plus difficile aujourd'hui et l'ascenseur social est quand même assez largement bloqué dans la société française, pas uniquement pour les enfants de l'immigration, mais on a des difficultés de ce point de vue-là. La norme, c'est la reproduction sociale. C'est-à-dire que les enfants d'ouvriers restent bien souvent ouvriers, plus qu'ils n'accèdent à la classe moyenne. On va voir, je crois, néanmoins, dans le cadre de cette émission, des exemples qui montrent que c'est possible et que l'ascension sociale et l'accès aux classes moyennes pour des gens d'origine populaire est encore possible dans la société française. Notre premier portrait est celui de Brahim Bouchelaghem. Je vous propose de regarder ensemble le sujet réalisé par Nazim Belabdelwahab et nous nous retrouverons tout de suite après. Des heures et des heures de labeur dans la sueur et parfois la douleur. Depuis plus de 30 ans, Brahim Bouchelaghem s'impose un rythme d'enfer pour atteindre ses rêves. Danseur de hip-hop et chorégraphe, le Roubaisien en est à son 13e spectacle avec sa compagnie, Zarbat. Le mot Zarbat, ça a été le surnom de mon père. Tout le monde cherchait après lui et il disait « ouais, il est où, il est où ?» Et ils l'ont surnommé Zarbat parce que c'est une personne qui restait pas toujours en place, qui bougeait beaucoup. C'est un nom qui est resté dans la famille et j'ai voulu garder ce nom-là parce que mon premier solo que j'ai dédié à mon père s'appelle Zarbat.
L'opportunité de monter sa compagnie, Brahim l'a saisie ici, au centre chorégraphique de sa ville. C'est là qu'il rencontre Marie Grelich, avec qui il travaille encore aujourd'hui. Il veut tout de suite les choses, il a des images, voilà, donc il est très exigeant. Il travaille à l'instinct, beaucoup. Donc oui, il y a des fois c'est un peu rapide et on a du mal à le suivre et c'est tout le temps. Dès qu'il a une idée, il va appeler. Il est 23h un samedi soir, il appelle. J'ai une idée. Voilà. Enfant d'une famille d'ouvriers, Brahim a grandi dans le quartier de l'Almagar. Il en connaît chaque coin de rue. C'est là qu'il fait ses premiers pas de danse, notamment au centre social où son projet de se consacrer à sa passion prend forme. Jamais j'aurais pensé un jour devenir danseur, mais c'était un choix. Alors, est-ce que je reste dans le quartier à ne rien faire ou est-ce que je vais à l'entraînement tous les soirs pour peut-être devenir quelqu'un? Après le travail, je prenais ma chaîne IFI de chez moi et puis je la ramenais ici, je donnais rendez-vous aux danseurs, on préparait des mini-spectacles qu'on pouvait aussi après présenter dans les quartiers, dans les festivals, quoi. Retour à son studio. Avec ses danseurs, Brahim répète sa dernière pièce, Run, à quelques jours seulement de la première. Père de famille, Brahim livre sa vision de la société actuelle. On a tendance des fois à revenir un peu en arrière, se dire mais où est le temps d'avant? En fait, on a mieux vécu, il y avait des choses qui marchaient mieux avant qu'aujourd'hui. Et pour moi, c'était important dans ce spectacle Run, qui est un moment donné où on a un peu ce côté nostalgique, où on revient un peu en arrière. Vas-y, encore un peu plus vite. En 2007, il est repéré par la chorégraphe Caroline Carlson, avec qui il a longuement collaboré. Brahim a profité de cette expérience pour élever encore plus haut la barre de son exigence. 5, 6, 7, 8 et poum. C'est un chorégraphe qui a du coup une exigence, il est très exigeant et il fonctionne beaucoup avec des images, il cherche des images. Ce qui est intéressant je trouve avec Brahim parce que du coup il creuse en fait. Donc et on peut remettre en question 10 fois un tableau jusqu'à ce qu'il trouve son image. Et du coup là-dedans des fois ça peut monter en pression. La qualité de ses créations, son aura et son énergie ont été reconnues et honorées. Brahim a été élu citoyen d'honneur de la ville de Roubaix et il a reçu la distinction de chevalier des arts et des lettres en 2015. Le fait aujourd'hui, bien sûr, d'avoir été chevalier des arts et des lettres, donc c'est une belle récompense du ministère. Ce n'est pas rien. Donc pour moi, c'était une réussite, une reconnaissance à travers mon travail et aussi d'être médaillé entre guillemets par rapport à la mairie de Roubaix, citoyen d'honneur. Donc c'est un honneur aussi à la fois pour moi. De montrer le travail d'un jeune roubaisien à travers le monde, parce que j'ai la chance aujourd'hui de parcourir le monde entier avec mes propres pièces, avec ma propre compagnie. Et à chaque fois, je suis très fier de dire que je viens de Roubaix parce que c'est ma ville, c'est mon cœur, c'est ma famille. Une réaction à ce sujet, Julien Talpin? C'est un exemple magnifique, comme il le dit à la fin. Il a une reconnaissance aujourd'hui internationale et ça donne une autre image de cette ville de Roubaix que celle des faits divers qu'on voit quand même bien souvent malheureusement à la télévision, et y compris une réussite dans un secteur artistique tout à fait reconnu, classique, traditionnel comme la danse. Souvent quand on parle des quartiers populaires, et à juste titre d'ailleurs, on pense aux cultures de la rue, au hip-hop, et il y a effectivement une créativité exceptionnelle. Mais là je crois que c'est aussi intéressant de voir que dans des formes artistiques tout à fait classique, et là c'est la danse, mais ça aurait pu être le théâtre. Il y a des trajectoires de création et qui aussi font se transformer ces pratiques artistiques traditionnelles et apportent un regard neuf. Et je crois que c'est tout à fait le cas du travail de Brahim Bouchlaghem. Oui, alors malheureusement, Brahim Bouchlaghem n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui parce que justement, il est en déplacement pour un spectacle. Et donc, je vous propose de découvrir un autre invité qui représente une autre façon de réussir pour les jeunes, justement, issus des quartiers populaires. Bonjour, Mohamed Lamine Dramé. Bonjour, madame. Alors, vous êtes économiste de la construction. Vous allez peut-être nous expliquer ce que ça veut dire, mais voilà, en quelques mots, et puis après, on reviendra sur votre itinéraire. Donc voilà, en gros, c'est un métier dans lequel on chiffre des opérations immobilières, donc avec des intervenants qui sont des promoteurs immobiliers, des architectes, donc en fonction d'un budget qu'ils ont défini. Et alors, votre itinéraire, donc vous avez fait des études d'économie pour exercer ce métier, oui. Donc, je suis parti d'un bac STI génie civil, donc que j'ai fait effectuer ça pendant 2 ans à l'Homme. J'ai fait un BTS études d'économie de la construction pendant 2 ans et suivi d'une licence professionnelle. Et vous êtes né en France? Je suis né en France. D'accord, tout à fait. Et vos origines familiales, vos parents Donc, mes parents sont issus de l'immigration, donc originaires du Sénégal. Et donc, ils sont arrivés en France depuis 1985.
Alors, vous êtes aussi membre actif de la CRAO, Exactement. qui veut dire Communauté des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, dont le président, M. Sérigné Diop, nous fait l'honneur d'être parmi nous. Donc c'est une association qui a été créée par des personnes issues de l'immigration de l'Afrique de l'Ouest en 1979. Donc cette association aujourd'hui date à plus de 40 ans. Donc l'activité principale lors de la création, c'était l'intégration sociale et professionnelle au sein de la ville de Roubaix. Et donc ensuite, il y a eu des générations qui se sont créées, qui se sont écoulées. Et du coup, on a développé d'autres activités, des activités culturelles et sociales. Alors, est-ce que justement, dans ces activités de la CRAO, vous sentez un vrai engagement des jeunes, finalement, en vue de l'intégration au sein de la société? Oui, exactement, parce que si vous voulez, donc le slogan de notre association, c'est échanger pour mieux s'accepter. Même si on vient, même si on est originaire de l'Afrique de l'Ouest, on est ouvert à d'autres communautés, d'autres cultures et aussi d'autres pays. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite et pour tout ce que vous faites. Pas de souci, merci à vous. Homero Marandjou Peria, que pensez-vous de justement ce genre d'activité? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que ça a toujours existé dans l'histoire de ces communautés qui se sont installées ici? Traditionnellement, les historiens de l'immigration considèrent qu'il y a une étape dans l'intégration qui passe par la structuration d'associations communautaires. Un migrant vient, il trouve des lieux de sociabilité. Ça peut être le café du quartier. La dimension sociale des cafés s'est perdue avec la fin de l'ère industrielle. Auparavant, il y avait une dimension de socialisation très forte. Elle n'était pas la seule, il y en avait d'autres. Si je prends mon cas personnel, lorsque j'étais petit, il y avait un foisonnement d'associations italiennes. C'était des associations qui faisaient vivre le folklore, qui faisaient de l'apprentissage de la langue, qui maintenaient un lien symbolique. Ça s'est fait pour toutes les populations européennes et les populations non européennes également. Ça perdure jusqu'à aujourd'hui et ça prend une autre tournure lorsqu'il y a des mariages mixtes, lorsque les enfants pratiquent le français, lorsqu'il y a des nouvelles personnes, comme ça a très bien été dit, qui ne font pas partie de la communauté du pays d'origine et qui vont enrichir ce mixte culturel. Le voir, comme certains le voient parfois sous un mauvais angle, en disant que c'est un frein à l'intégration, je pense que c'est une erreur parce que ça booste au contraire la capacité du migrant à entrer au sein de la société. Et Julien Talpin, on pourrait dire que peut-être ce qui a un peu changé, c'est que ces anciennes associations, ces réunions dans les cafés, c'était le fait des parents. Alors que là, on a vraiment l'impression que ces nouvelles associations, c'est le fait des jeunes qui veulent vraiment être une sorte d'interface, au fond, entre ce pays dans lequel ils sont nés, qui est le leur, et en même temps, garder un lien avec leurs racines. Absolument. D'un côté, on a les premières générations qui sont organisées collectivement, comme le disait Homero, autour notamment du lien avec le pays d'origine. Et ensuite, les deuxième, troisième générations qui sont devenus français, ou qui sont nés français, ont besoin de s'organiser collectivement face à leurs expériences communes. Et ça prend d'autres formes également. De ce point de vue-là, il y a aussi des formes d'organisation collective, et je pense qu'on en discutera peut-être plus tard, mais autour de l'islam et la foi peut-être un support justement d'engagement, de solidarité et en tout cas nourrit une vie associative très riche. Ici à Roubaix, c'est particulièrement le cas, mais ailleurs également dans le Nord. Donc face parfois à des discours qui tendent à présenter les quartiers populaires comme des déserts politiques, comme des endroits où les gens ne seraient pas engagés, ne seraient concernés que par des enjeux individualistes. Au contraire, on voit bien avec ce type d'association qu'il y a des formes d'action collective et de solidarité très riches. Eh bien, je vous propose justement de découvrir le portrait d'une jeune femme ambitieuse et déterminée, étudiante à Sciences Po Lille, un sujet réalisé toujours par Nazim Belabdelwaheb. Un site emblématique témoin d'une époque révolue, celle du charbon, de la mine et des mineurs du nord de la France. Aujourd'hui, à Wany, le numéro 99 bis est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Cette histoire, c'est aussi celle d'Assia Boukhelifa. Ses grands-parents étaient des gueules noires, des mineurs, quand l'activité tournait à plein régime. Avec la garantie de l'emploi, il y avait en plus le logement. Plusieurs décennies plus tard, Assia a vu le jour, non loin de là.
Pour moi, ça représente beaucoup parce que c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Il représente l'histoire de mes grands-parents qui sont venus en France travailler dans les mines de charbon. Mes parents ont grandi ici, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma vie ici, donc c'est un lieu important. Ambitieuse et déterminée, la jeune femme vise l'excellence, à commencer par les études, dont une partie s'est déroulée sur les bancs de Sciences Po Lille. Son parcours au sein de la prestigieuse école n'est que la suite logique de son cursus scolaire. On m'a toujours poussée à faire de longues études. Maintenant, c'est vrai que c'était d'autant plus une fierté, sachant, connaissant l'histoire de mes grands-parents, avec toute cette histoire-là qu'il y a derrière moi, ça avait encore plus de résonance. Son attachement à ses racines a poussé Assia à s'intéresser à l'économie du halal haut de gamme. Elle a réalisé un mémoire sur le sujet. C'est dans le cadre de son étude qu'elle a rencontré Sophia Germi, qui a ouvert un restaurant bistronomique à Lille. T'aimes le café? Les deux jeunes femmes se sont tout de suite bien entendues. Quand j'ai créé le resto, j'ai fait des recherches sur ça. Il fallait que je trouve des fournisseurs, des partenaires. Et c'est vrai que c'était pas toujours facile. Il y a certains domaines qui étaient hyper compliqués, comme la viande. De trouver de la viande halal de qualité. Je partais en Angleterre pour me ravitailler en viande. Parce que quand je voulais de la viande ici, je trouvais pas. Des produits de qualité pour une clientèle de citoyens de confession musulmane, issus de la classe moyenne, au pouvoir d'achat grandissant. C'est aussi des personnes, quand elles sont de ma génération, qui sont nées en France, qui sont nées dans le pays de la gastronomie et qui ont envie de découvrir en fait certaines saveurs auxquelles elles n'avaient pas forcément accès. Donc, ce qui m'a intéressée, c'est des initiatives comme le restaurant L'Enjoy, d'autres des boucheries qui s'inscrivent un peu sur une offre premium pour répondre à ces nouveaux besoins-là. À l'aube de sa carrière professionnelle, Assia entend s'épanouir dans la continuité de ses études, sans se fixer de limites. Bonjour Assia. Bonjour. Nous avons vu dans le sujet que vos grands-parents sont venus ici comme mineurs en fait et que leur destin finalement a été lié à cette légende de la mine dans la région. Mais est-ce que vous, petite fille, vous avez su très tôt que finalement vous sortiriez de ce déterminisme social et que vous feriez des études ? Oui, tout à fait. Mes parents m'ont toujours poussée à faire de grandes études. La mobilité sociale s'est plus fait sur la deuxième génération, mon père. Et voilà, mes parents ont toujours mis un point d'honneur à ce que je puisse aller le plus loin possible dans mes études. Et vous avez décidé de tenter quand même ce très difficile concours de Sciences Po. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Ce qui m'a motivée, c'est que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Je me suis pas fixé de limite, en fait. Effectivement, vous parlez de déterminisme social. Moi, je me suis dit, je crois en la méritocratie, et puis je vais aller le plus loin possible, et on verra. Et vous avez rencontré des difficultés particulières liées à votre origine ou pas du tout ? Non, pas du tout. Enfin, moi, je suis optimiste, en fait, sur les trajectoires des personnes de la communauté musulmane. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait mon mémoire sur le haut de gamme halal, parce qu'aujourd'hui, il y a une frange de la population qui est en pleine mobilité sociale. Les personnes qui connaissent cette mobilité sociale changent leur mode de consommation et s'orientent plus volontiers vers ce genre de produits de premium, de qualité ou haut de gamme. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce sujet ? Moi, je me sentais concernée et ça concerne également des personnes de mon entourage. Et je m'étais aperçue qu'il y avait un décalage entre l'offre et le public. Aujourd'hui, quand on parle de halal, on s'imagine plus volontiers des kebabs ou des snacks, moins des restaurants bistronomiques. Et pourtant, il y a de plus en plus d'offres de ce type-là qui sont proposées. Et je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'être venu nous rendre visite. Alors, Julien Talpin, est-ce que vous trouvez que cette trajectoire est emblématique, puisque vous êtes vous-même enseignant à l'université, à l'université de Lille, et donc, est-ce que vous en rencontrez, j'espère, de plus en plus, de ce genre d'étudiants brillants et déterminés ? Alors, effectivement, on a des étudiants qui sont issus de milieux populaires et qui sont éventuellement descendants de l'immigration. Malheureusement, j'ai quand même envie de dire que ça reste trop rare, y compris dans des écoles comme Sciences Po ou dans des universités prestigieuses par ailleurs. C'est-à-dire qu'il faudrait, et le problème quand même, et je suis bien placé pour le savoir, c'est que y compris
à l'université, mais dans tout le système scolaire, les discriminations restent une réalité. Voilà, il y a un certain nombre d'études qui indiquent que il ne suffit pas de bien travailler à l'école pour pouvoir y arriver. Il faut souvent, et les parents ne manquent pas de le rappeler à leurs enfants, qu'il faut travailler 2 fois plus que les autres si on veut réussir. Il y a une réelle aspiration à la réussite scolaire dans les milieux populaires, et tout particulièrement dans les milieux populaires issus de l'immigration. Je crois qu'il y a un enjeu véritablement à transformer les fonctionnements institutionnels, et y compris de l'université, mais avant ça du lycée à l'école, etc., pour permettre que ces aspirations scolaires se transforment véritablement et, à l'image de la trajectoire d'Assia, deviennent beaucoup plus fréquents, normaux, parce qu'on voit tout ce que ça peut apporter. Il y a aussi des gens qui décident de se mettre au service des autres, un sujet réalisé toujours par Nazim Ben Abdelwaheb. C'est dans ce quartier de Roubaix que l'association Tara Miskin, Nourrir les pauvres, créée en 2016, offre des repas aux nécessiteux. Dès le matin, c'est le branle-bas de combat derrière les fourneaux. Chaque jour, des mains expertes s'affairent à préparer les repas. Ça sent bon. Au centre de ce ballet, Malika Kebaili. Depuis 3 ans, cette mère de famille fédère autour d'elle donateurs et bénévoles. Ils sont nombreux à répondre à son appel. C'est des donateurs anonymes, des donateurs comme moi, comme vous, comme tout le monde, qui viennent, qui apportent leur contribution. Et nous, on cuisine avec les légumes, avec voilà, s'il y a des fruits, s'il y a les boulangers aussi, voilà, toutes les personnes qui contribuent à tout ça. Et tous les soirs, la distribution se fait. Comme Sonia, de nombreux autres bénévoles, femmes et hommes, donnent de leur temps plusieurs fois par semaine. Ils reçoivent encore plus en retour. On aide les autres, mais en même temps, nous, ça nous apporte beaucoup aussi. Ce sentiment, en fait, le sourire des personnes en partant, en ayant leur colis, je pense que pour moi, c'est la plus belle des choses qu'on peut avoir. Tara Miskin propose des repas, mais aussi des paniers de nourriture, et même plus encore. Des vêtements des enfants. C'est gentil, merci. C'est pour les enfants? Ouais. D'accord. À quel âge? Entre 8 et 10 ans. Ancienne bénéficiaire, Christine a souhaité rendre un peu de ce qu'elle a reçu. Il y en a encore qui sont dans la misère. Et ceux qui sont dans la misère peuvent être après, comme nous, en train d'aider. Et moi, si je n'aide pas Malika, je me sens pas bien. Chaque soir, ce sont entre 100 et 150 repas qui sont distribués. Fruit de la générosité des donateurs, sans qui l'association ne pourrait pas fonctionner. Et croyez-moi, à 7 heures, vous allez voir la queue, elle est là, et elle est là. Femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de distinction, quoi. Hein. Il n'y a pas de nom. On ne donne pas son nom. On ne donne pas son adresse. On ne donne pas ses revenus. On vient... tout ce qu'on vous demande, c'est de rapporter un panier vide. Les premiers bénéficiaires sont déjà là. D'abord les familles, puis les hommes seuls. Alors, ça, c'est pour les fruits. Ça, c'est pour le colis. Et ça, c'est pour le pain. Comme d'habitude. Tous viennent chercher de quoi se nourrir, mais aussi un peu de réconfort et de chaleur humaine. La vie, elle est faite pour aussi donner, recevoir. Je reçois beaucoup des autres. Bien sûr, c'est enrichissant et ça m'apporte cette force de continuer tous les jours et de continuer à... C'est un épanouissement personnel, c'est magnifique. Bonjour Malika Kebaili. Bonjour madame. Merci d'être parmi nous. Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous a donné envie, l'impulsion de créer cette association et de vous occuper des autres? Tout simplement par le biais d'un rêve que j'ai fait à plusieurs reprises. Et ces rêves m'ont emporté vers le partage des autres et la solidarité. Est-ce que chez vous, c'est une façon en fait de prolonger et de vivre votre foi plus profondément? La foi, ça vient du cœur. C'est quelque chose qui se partage. C'est quelque chose aussi qu'on reçoit. Voilà. Et depuis que vous avez commencé, vous trouvez qu'il y a une extension des gens qui sont dans le besoin? Oui, beaucoup de personnes sont dans le besoin. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes sont seules. Et j'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas du tout. Voilà. Et
comment vous avez fédéré autour de vous autant d'énergie et de bénévoles qui vous soutiennent financièrement avec une pure générosité finalement? Tout simplement l'amour. L'amour des autres et le partage et la solidarité. Je profite de l'occasion justement de remercier toutes les personnes, les bénévoles qui me soutiennent, qui m'apportent aussi beaucoup. Voilà, grâce à eux, l'association peut aussi continuer. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. C'est un plaisir, merci. Alors, Julien Talpin, que dire de cela justement? C'est-à-dire que finalement, l'image de l'islam n'est pas toujours associée à ce travail caritatif. Or, en réalité, c'est un pan extrêmement important de l'éthique musulmane. Absolument. Moi, dans les enquêtes sociologiques que je conduis, assez fréquemment, mes enquêtés me disent être un bon musulman, c'est aussi être un bon citoyen. Et donc, ça implique nécessairement de se tourner vers l'autre, d'avoir une démarche solidaire, engagée. Et c'est ça qu'on voit, je crois, dans cet exemple très riche. Et effectivement, moi, je pense qu'on aurait besoin de davantage de reportages de ce type-là à la télévision française pour montrer une autre image de l'islam et des musulmans. On parle beaucoup des Restos du Cœur, mais voilà, la solidarité nationale passe aussi par beaucoup d'associations de proximité où, précisément, dans le prolongement de leur foi, des musulmans s'engagent pour leurs prochains. Historiquement, dans le Nord, c'était la foi catholique qui a joué un rôle important. Il y a eu les prêtres ouvriers, il y a eu des associations, ce qu'on appelait les cathos de gauche, un peu, qui étaient très investis dans ce domaine-là. Ça a un petit peu décliné. Et le flambeau est repris par des musulmans. Et ça demeure une réalité un petit peu invisible. Donc je crois que c'est important d'en parler et de montrer ce travail de générosité. Oui, Homero Marangiopéria, en tant que sociologue, vous avez aussi constaté qu'en fait, il y avait beaucoup de ce genre d'initiatives locales. La solidarité a toujours été très forte au sein des quartiers populaires, et plus particulièrement dans les anciens bassins industriels, miniers, textiles, parce qu'il y avait un fort brassage de population, tout d'abord. Il y avait une vie communautaire intense. La dimension religieuse, elle est implicite chez la plupart des gens. C'est-à-dire que on ne fait pas ça pour du prosélytisme, c'est l'acte de solidarité qui a un soubassement spirituel et qui se fait de manière complètement détachée. Eh bien ça, c'est une excellente note d'espoir pour terminer cette émission. Mais avant, je voudrais vous présenter quelques livres de vous, Homero Marangiopéria, donc « En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans » aux éditions de l'Atelier. Et puis, Julien Talpin, vous avez publié avec Marwan Mohamed aux éditions du PUF ce petit ouvrage assez salutaire, Communautarisme, avec un point d'interrogation, où vous vous interrogez sur l'idée que l'on se fait du communautarisme, de Pierre-Jean Luisard, La République et l'Islam, aux racines du malentendu. C'est un essai publié chez Talandier. Et puis un ouvrage qui est devenu en fait un classique, Henri Laurence, John Pollan, Gilles Weinstein, L'Europe et l'Islam, 15 siècles d'histoire, et on pourrait dire 15 siècles de malentendus parfois. C'est publié chez Odile Jacob et c'est vraiment un classique du genre. Je remercie tous nos invités, mais aussi chaleureusement, vraiment chaleureusement, la municipalité de Roubaix qui nous a accueillis au sein de cet hôtel de ville pour l'enregistrement de l'émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, pour le deuxième volet des Chemins de la Réussite à Roubaix. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. اللهم صل وسلم وبارك على